Au XXe siècle, l'humanité a mené la plus grande expérience économique de son histoire. D'un côté, le capitalisme promettait la prospérité par le marché libre. De l'autre, le socialisme garantissait l'égalité par la planification centrale. Près d'un siècle plus tard, ces deux modèles ont profondément déçu leurs partisans. Le capitalisme promettait que la main invisible du marché transformerait l'égoïsme individuel en bien commun. Les entrepreneurs créeraient des richesses qui ruisselleraient vers toute la société. La concurrence garantirait des prix justes et une prospérité partagée. C'était une vision séduisante où chacun poursuivant son intérêt personnel enrichirait finalement tout le monde. Les 3 décennies après la Seconde Guerre mondiale semblaient confirmer ces promesses. L'Occident capitaliste connaissait une croissance extraordinaire et une expansion spectaculaire de la classe moyenne. Les États-Unis affichaient des taux de croissance de 3,8% par an. L'Europe se reconstruisait à vitesse stupéfiante. Le capitalisme semblait avoir tenu parole. Mais cette période dorée cachait une réalité différente. Ce qui fonctionnait n'était pas le capitalisme pur, mais un capitalisme fortement encadré par l'État. C'était l'ère du compromis keynésien où les gouvernements régulèrent les marchés, maintenaient des impôts élevés sur les riches et garantissaient des protections sociales étendues. Les syndicats étaient puissants. Le capital financier était sous contrôle strict. À partir des années 1970, tout a changé. Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont lancé la révolution néolibérale en déréglementant les marchés financiers, réduisant les impôts des riches et affaiblissant les syndicats. Cette fois, disait-il, le vrai capitalisme allait tenir ses promesses. 40 ans plus tard, le bilan est accablant. Les inégalités ont explosé dans presque tous les pays développés. Aux États-Unis, les 1% les plus riches captent désormais 20% du revenu national contre 10% dans les années 80. La promesse du ruissellement s'est révélée être une illusion complète. L'argent a ruisselé vers le haut, pas vers le bas. Le capitalisme financiarisé moderne a créé un système où les crises sont devenues permanentes. La crise asiatique de 1997, l'éclatement de la bulle Internet en 2000, et surtout la grande crise financière de 2008 qui a failli faire s'effondrer l'économie mondiale. Chaque fois, les banques prennent des risques insensés, s'enrichissent pendant l'euphorie, puis ce sont les États qui paient la facture quand tout s'effondre. Cette asymétrie, où les profits sont privatisés mais les pertes socialisées, révèle une vérité dérangeante. Le capitalisme n'est plus un système de libre concurrence, mais un système de rente et de monopole. Les géants de la technologie contrôlent des pans entiers de l'économie avec un pouvoir que les barons voleurs du XIXe siècle n'auraient jamais imaginé. Ils paient des impôts dérisoires et accumulent des profits colossaux sans que cela ne profite à la société. Le capitalisme a également échoué spectaculairement face aux défis environnementaux. La course au profit à court terme a conduit à une exploitation destructrice des ressources naturelles. Le changement climatique menace désormais la survie même de l'humanité. Conséquence directe d'un système incapable d'intégrer les coûts environnementaux dans ses calculs. Face à ces échecs du capitalisme, le socialisme promettait une alternative séduisante. En collectivisant les moyens de production et en planifiant rationnellement l'économie, il devait éliminer le gaspillage de la concurrence capitaliste et créer une société d'abondance. La révolution bolchevique de 1917 promettait d'inaugurer une nouvelle ère pour l'humanité. L'Union soviétique connut effectivement une industrialisation fulgurante. Entre 1928 et 1980, le PIB soviétique croissait de 4,3% par an, dépassant les États-Unis. L'URSS transforma un pays arriéré en superpuissance capable de lancer le premier satellite dans l'espace. Ces chiffres impressionnants masquaient cependant une réalité autrement plus sombre. Le problème fondamental de l'économie planifiée était que personne ne peut vraiment planifier une économie moderne complexe. Comment les planificateurs peuvent-ils savoir combien de chaussettes, de savon ou de tracteurs produire? Dans une économie de marché, les prix transmettent instantanément cette information. Mais dans une économie planifiée, cette information n'existe pas. Les bureaucrates du Gosplan essayant de coordonner la production de millions de produits différents, une tâche impossible. Cette impossibilité se traduisit par des pénuries chroniques. Les magasins soviétiques
étaient régulièrement vides de produits de base. Les files d'attente interminables devinrent le symbole de la vie quotidienne sous le socialisme. Il fallait attendre 10 ans pour recevoir une voiture. Les appartements étaient alloués selon des critères bureaucratiques absurdes, créant des situations insupportables. La qualité de la production soviétique était notoirement médiocre. Les usines recevaient des objectifs quantitatifs, pas qualitatifs. Si une usine de clous devait produire tant de tonnes, elle fabriquait des clous énormes pour atteindre son quota. Si l'objectif était exprimé en nombre, elle produisait des clous minuscules et inutilisables. L'innovation était quasi inexistante en dehors du secteur militaire. La productivité était dramatiquement faible. Sans stimulant financier et avec la garantie de l'emploi à vie, les travailleurs n'avaient aucune incitation à travailler efficacement. Un proverbe soviétique résumait la situation. Ils font semblant de nous payer, nous faisons semblant de travailler. Le plein emploi tant vanté n'était que du suremploi massif et du gaspillage de ressources humaines. Le système engendra également une corruption généralisée. Pour obtenir quoi que ce soit, il fallait connaître quelqu'un, payer des pots de vin ou participer au marché noir. Les magasins spéciaux, réservés à l'élite du Parti communiste, étaient approvisionnés en produits occidentaux, tandis que la population ordinaire se battait pour des produits de base. L'égalité promise s'était transformée en système de privilèges rigides. Lorsque Mikhaïl Gorbatchev lança la perestroïka en 1985, il était trop tard. L'économie soviétique était à bout de souffle. La catastrophe de Tchernobyl révéla l'état de délabrement du système. L'Union soviétique s'effondra en 1991, non pas à cause d'une révolution, mais simplement parce que le système économique ne fonctionnait plus. L'effondrement du socialisme fut présenté en Occident comme la victoire définitive du capitalisme. Mais cette célébration était prématurée. Les pays qui adoptèrent brutalement le capitalisme dans les années 90 connurent une décennie de chaos terrible. Le PIB russe chuta de 40%. L'espérance de vie diminua. Les anciennes élites communistes se transformèrent en capitalistes prédateurs, s'appropriant des entreprises valant des milliards. Pourquoi ces deux systèmes ont-ils échoué? Le capitalisme repose sur l'idée que des millions de décisions individuelles produiront spontanément un ordre optimal. Mais cette main invisible fonctionne uniquement sous des conditions qui n'existent jamais dans la réalité. Les marchés tendent naturellement vers la concentration et le monopole, pas vers la concurrence. Les externalités négatives comme la pollution ne sont jamais prises en compte tant qu'on ne les force pas à l'être. Le socialisme planifié repose sur l'idée qu'un comité central peut coordonner efficacement toute l'économie. Mais sans prix de marché, il est impossible de savoir si vous utilisez les ressources efficacement. De plus, le socialisme crée des incitations perverses. Si vous dépassez votre quota cette année, il sera augmenté l'année prochaine. Mieux vaut donc cacher votre véritable capacité et ne rien changer. Le système punissait l'efficacité et récompensait la médiocrité. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un constat amer. Le capitalisme a créé une prospérité matérielle sans précédent, mais au prix d'inégalités croissantes, de crises récurrentes et d'une destruction environnementale catastrophique. Le socialisme a promis l'égalité, mais a produit la pénurie, l'inefficacité et l'autoritarisme. Aucun des deux n'a tenu ses promesses fondamentales. Les pays qui s'en sont le mieux sortis sont ceux qui ont combiné des éléments des deux systèmes. Les pays scandinaves ont des économies de marché dynamiques, mais avec une redistribution massive et des services publics de qualité. Ces modèles hybrides ne sont pas parfaits, mais ils ont évité les pires excès du capitalisme débridé et du socialisme autoritaire. La leçon de cette grande expérience est que les idéologies pures mènent à l'échec. Nous avons besoin des deux, des marchés pour allouer efficacement les ressources, mais aussi d'un État fort pour corriger les défaillances du marché et redistribuer les richesses. Malheureusement, le débat politique reste prisonnier de ces vieilles catégories. Tant que nous resterons prisonniers de ces dogmes, nous ne pourrons pas construire des systèmes économiques qui fonctionnent réellement pour la majorité de l'humanité.